cela sans qu'aucun des deux soit à blâmer. Tout cela est très juste en effet, et maintenant, ma chère Jane, qu'as-tu à dire pour la défense des gens intéressés qui ont probablement eu leur part dans cette affaire? Innocentes-les eux aussi, ou nous serons obligés de penser du mal de quelqu'un. Ris autant que tu voudras, mais tes moqueries ne me feront pas changer d'avis. Ma très chère Lizzie, pense un peu à l'image désastreuse que M. Darcy donne de lui-même en traitant de la sorte le favori de son père, celui-là même que son père avait promis d'aider financièrement. C'est impossible. Personne qui a tant soit peu d'humanité et qui se respecte ne saurait faire une chose pareille. Se peut-il que ses plus proches amis se trompent sur son compte? Non, bien sûr que non. J'aurais plus tendance à croire que M. Bingley était berné qu'à accuser M. Wickham d'avoir inventé une histoire comme celle qu'il m'a racontée hier soir en me donnant spontanément les noms, les faits et tous les détails de l'affaire. Si c'est faux, que M. Darcy le démente. En outre, son regard ne trompait pas. Voilà qui est bien compliqué, désolant même, on ne sait pas quoi penser. Je te demande pardon, on sait exactement ce qu'il faut en penser. Mais Jane ne pouvait avoir de certitude que sur un point. S'il apparaissait que M. Bingley avait été trompé, il allait beaucoup en pâtir quand l'affaire serait rendue publique. L'arrivée des personnes dont elle venait justement de parler força les deux jeunes femmes à quitter le bosquet où se déroulait leur conversation. M. Bingley et ses sœurs venaient les inviter personnellement au bal de Netherfield, que l'on attendait depuis si longtemps et qui était prévu pour le mardi suivant. Les deux demoiselles furent ravies de revoir leurs chers amis, s'exclamant qu'elles ne s'étaient pas vues depuis des lustres et ne cessant de lui demander ce qu'elle avait fait depuis qu'elles s'étaient quittées. Elles firent peu de cas du restant de la famille, évitant Mrs. Bennet autant que possible, parlant peu à Elisabeth et n'adressant pas du tout la parole aux autres. Elles furent vite reparties, se levant avec une soudaineté qui prit leurs frères de court, et se hâtèrent de quitter les lieux, comme pour échapper aux civilités de Mrs. Bennet. La perspective du bal de Netherfield réjouissait au plus haut point toutes les dames de la famille. Mrs. Bennet était persuadée qu'il était donné en l'honneur de sa fille aînée, et fut particulièrement flattée que l'invitation lui eût été transmise par M. Bingley en personne plutôt que par un carton officiel. Jane imaginait une belle soirée en compagnie de ses deux amis, entourée des attentions de leur frère. Elisabeth se disait avec plaisir qu'elle allait beaucoup danser avec M. Wickham, et qu'elle verrait dans le regard et l'attitude de M. Darcy la confirmation de toute l'histoire. La joie anticipée de Catherine et de Lydia dépendait moins d'un événement ou d'une personne en particulier, car bien que, comme Elisabeth, elles eussent l'intention de passer la moitié de la soirée à danser avec M. Wickham, il n'était en aucun cas le seul cavalier qui pût les contenter, et après tout, un bal était un bal, et même Marie put déclarer à sa famille qu'elle s'y préparait sans déplaisir. Du moment que j'ai mes matinées pour moi, dit-elle, cela me suffit. Je ne considère pas que ce soit un sacrifice de participer à une soirée lorsque l'occasion se présente. La société a sur nous tous des droits, et je déclare me ranger à l'avis de ceux qui pensent que tout le monde a besoin de se distraire et de s'amuser de temps en temps. Cet événement avait mis Elisabeth de si bonne humeur que, bien qu'elle évitât de parler à M. Collins strictement plus qu'il n'était nécessaire, elle ne put s'empêcher de lui demander s'il avait l'intention d'accepter l'invitation de M. Bingley, et si tel était le cas, s'il croyait qu'il fût convenable de prendre part au divertissement de la soirée. Elle fut plutôt surprise de l'entendre dire qu'il n'avait aucun scrupule sur ce point, et qu'il ne craignait absolument pas que l'archevêque ou Lady Catherine de Bourgh lui fasse la moindre remontrance pour s'être laissé aller à danser. Je vous assure, affirma-t-il, que je considère qu'un bal de ce genre donné par un jeune homme honorable et pour des gens respectables n'est en rien condamnable. Je suis moi-même si loin d'être hostile à la danse que j'espère bien, au cours de la soirée, avoir l'honneur d'inviter toutes mes belles cousines à danser, et je saisis cette occasion pour vous solliciter, Miss Elisabeth, notamment pour
ressemble guère, assurément, rétorqua-t-il. À quel point cela me ressemble, je ne saurais le dire. Vous pensez sans doute que le portrait est fidèle. Il m'est difficile de me prononcer sur ma propre prestation. Il ne répondit pas, et ils gardèrent à nouveau le silence jusqu'à la fin de la danse. Il lui demanda alors si Alice et sœurs ne se rendaient pas souvent à Merrington. Elle répondit par l'affirmative et, incapable de résister à la tentation, elle ajouta: quand vous nous avez rencontrés la dernière fois, nous venions tout juste de faire la connaissance d'un nouveau venu. L'effet fut immédiat. Une expression plus hautaine se peignit sur son visage, mais il ne souffla mot. Et Elisabeth, même si elle s'en voulait de sa propre faiblesse, n'eut pas la force de poursuivre. Enfin, Darcy dit avec retenue: Monsieur Wickham a de si aimables manières qu'il ne saurait manquer de se faire des amis. Par contre, qu'il soit capable de les conserver, voilà qui est moins sûr. Il a eu la malchance de perdre votre amitié, répliqua Elisabeth d'un ton insistant, et cela d'une façon qui risque de le faire souffrir toute sa vie. Darcy ne répondit rien et parut vouloir changer de sujet. À ce moment-là, Sir William Lucas s'approcha d'eux avec l'intention de traverser la pièce pour aller de l'autre côté de la pièce. Mais lorsqu'il aperçut M. Darcy, il s'arrêta, lui fit une révérence respectueuse et le complimenta sur ses qualités de danseur ainsi que sur sa partenaire. « J'étais absolument charmé, mon cher monsieur. Il est rare de voir un aussi bon danseur. Il est évident que vous faites partie de la haute société. Permettez-moi toutefois de vous dire que votre jolie cavalière n'est nullement indigne de vous, et j'espère avoir souvent l'occasion de renouveler ce plaisir, surtout lorsqu'aura lieu certains événements des plus souhaitables. Ma chère Miss Eliza, fit-il en jetant un coup d'œil à sa sœur et à Bingley. Les félicitations pleuvront à cette occasion. Je laisse à monsieur Darcy le soin de juger, mais je ne veux pas vous interrompre, monsieur. Vous pourriez m'en vouloir de vous avoir détourné de la conversation en sorcelant de cette jeune femme, dont les beaux yeux me réprimandent aussi. Darcy saisit à peine la fin de ce discours, mais l'allusion de Sir William à son ami parut le troubler vivement, et il lança vers Bingley et Jane, qui dansaient ensemble, un regard empreint de gravité. Il eut néanmoins tôt fait de se reprendre et se tourna vers sa partenaire et lui dit: L'interruption de Sir William m'a fait oublier ce dont nous parlions. Il ne me semble pas que nous étions en train de parler. Sir William n'aurait pu interrompre deux personnes qui, dans cette pièce, eussent moins de choses à se dire. Nous avons déjà essayé d'aborder 2 ou 3 sujets sans succès, et je n'ai pas la moindre idée de ce dont nous allons parler ensuite. Si nous parlions de livres, fit-il en souriant. De livres? Oh non, je suis sûre que nous ne lisons jamais les mêmes et qu'ils ne nous font pas la même impression. Je suis désolée que vous pensiez cela, mais au moins, si c'est le cas, nous ne serons pas à court de sujets. Nous pourrions confronter nos opinions. Non, je ne peux pas parler de livres dans une salle de bal. J'ai la tête à autre chose. C'est toujours le présent qui vous occupe dans ce genre de situation, n'est-ce pas? Ajouta-t-il l'air dubitatif. Oui, toujours, rétorqua-t-elle sans savoir ce qu'elle disait. Ses pensées s'étaient éloignées du sujet comme le laissant entendre son exclamation soudaine. Je me rappelle vous avoir une fois entendu dire, monsieur Darcy, que vous pardonniez difficilement et que votre rancune, une fois qu'on l'avait suscitée, ne s'apaisait jamais. Vous prenez beaucoup de précautions, j'imagine, pour éviter qu'on ne la provoque. C'est vrai, dit-il d'une voix assurée. Et ne vous laissez-vous jamais aveugler par des préjugés? J'espère que non. Ceux qui ne changent jamais d'avis se doivent être particulièrement sûrs de leur jugement dès le départ. Puis-je vous demander à quoi riment ces questions? Simplement à dépeindre ce que vous êtes, dit-elle en s'efforçant d'être moins grave. Je tente de cerner votre caractère. Et est-ce que vous y parvenez? Elle secoua la tête. Non, absolument pas. J'entends dire sur vous des choses si différentes que cela me laisse perplexe. Je crois volontiers, répondit-il avec sérieux, qu'en ce qui me concerne, les propos que l'on tient peuvent varier énormément, et je préférerais, Miss Bennet, que vous n'essayez pas de pénétrer mon caractère en ce moment, car il y a des raisons de craindre que le résultat ne soit à l'honneur d'aucun
se serait mal comporté avec lui. Au contraire, M. Darcy s'est toujours montré remarquablement bienveillant à son égard, et cela bien que George Wickham l'eût traité de façon tout à fait déplorable. Je ne connais pas les détails, mais je sais très bien que M. Darcy n'a absolument rien à se reprocher, qu'il ne peut souffrir d'entendre mentionner le nom de George Wickham, et que même si mon frère a pu penser qu'il ne pouvait décemment pas le rayer de la liste des invités, il a été ravi de constater qu'ils étaient exclus de lui-même. Le simple fait qu'ils soient venus dans la région relève de la plus grande insolence, et je me demande comment il a pu avoir l'audace de faire une chose pareille. Je compatis, Miss Elisa, que vous ayez ainsi à découvrir les torts de votre favori, mais si l'on considère ses origines, on ne pouvait guère s'attendre à mieux. Ces torts et ses origines, selon vous, ne feraient qu'un, répliqua Elisabeth avec colère, car être le fils de l'intendant de M. Darcy, c'est bien là la pire des choses dont vous l'accusez, et cela, je puis vous l'assurer, il m'a dûment tenu informé. Veuillez m'excuser, répondit Miss Bingley en se détournant avec un sourire narquois. Pardonnez mon intrusion, je croyais bien faire. Insolente, se dit Elisabeth. Vous faites fausse route. Si vous espérez m'influencer par une attaque aussi basse que celle-là, je n'y vois rien d'autre que votre ignorance délibérée et la méchanceté de M. Darcy. Elle chercha ensuite sa sœur aînée, qui avait entrepris de questionner Bingley sur le même sujet. Jane la reçut avec un si doux sourire de satisfaction toute rougissante de joie que l'on devinait combien elle était heureuse du déroulement de la soirée. Elisabeth comprit tout de suite ses sentiments et à cet instant sa sollicitude envers Wickham, son ressentiment envers ses ennemis et tout le reste fut éclipsé à l'idée de voir Jane si bien engagée sur la voie du bonheur. « Je veux savoir, dit-elle, non moins souriante que sa sœur, ce que tu as découvert au sujet de M. Wickham, mais peut-être as-tu été trop agréablement occupée pour songer à une tierce personne, auquel cas je te pardonnerai. » Non, répondit Jane, je ne l'ai pas oublié. Cependant, je n'ai rien de bien intéressant à t'apprendre. M. Bingley ne connaît pas toute l'histoire et ignore complètement les principales raisons de l'offense faite à M. Darcy. Mais il se porte garant de la bonne conduite, de la probité et de l'honneur de son ami, et il est parfaitement convaincu que M. Wickham mérite beaucoup moins d'attention qu'il n'en a reçu de la part de M. Darcy. Je suis désolée de dire que, selon lui et sa sœur, M. Wickham n'est en rien quelqu'un de respectable. Je crains qu'il n'ait été très imprudent et qu'il n'ait mérité de perdre l'estime de M. Darcy. M. Bingley ne connaît pas personnellement M. Wickham. Non, il ne l'a jamais vu avant l'autre jour à Meryton. Donc, ce qu'il raconte sur lui, il le tient directement de M. Darcy. Me voilà tout à fait satisfaite. Et que dit-il du bénéfice? Il ne se rappelle pas exactement tous les détails de cette affaire, bien qu'il les ait entendus plus d'une fois de la bouche de M. Darcy. Mais il pense que le bénéfice ne lui a été donné que sous condition. Je ne mets pas en doute la sincérité de M. Bingley, répondit chaleureusement Elisabeth. Cependant, tu m'excuseras si je ne suis pas convaincue par de simples affirmations. M. Bingley a fort bien défendu son ami, j'en conviens, mais puisque plusieurs éléments de l'affaire lui échappent et qu'il a appris le reste par ce même ami, je me hasarderai encore à persister dans l'opinion que j'avais déjà de ces deux messieurs. Puis elle changea de conversation pour aborder un sujet plus plaisant pour elles deux et sur lequel elle ne pouvait pas être en désaccord. Elisabeth écouta, ravie. Jane lui parlait de l'espoir heureux, quoique encore timide, qui était le sien avec Bingley, et elle fit tout pour l'encourager sur ce point. Lorsqu'elle fut rejointe par M. Bingley en personne, Elisabeth s'en alla voir Miss Lucas, qui la questionna sur l'amabilité de son dernier partenaire, et à qui elle répondit
de sa mère, Lady Catherine, devant la demoiselle qui nous fait les honneurs de la maison. Quelle extraordinaire coïncidence! Qui aurait pu prévoir que dans cette assemblée je rencontrerais quelqu'un qui est le neveu de Lady Catherine de Bourg? Je me félicite de l'avoir su à temps pour pouvoir lui présenter mes respects, ce que je vais faire à présent, en espérant qu'il me pardonnera de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mon ignorance totale des liens qui l'attachent à la famille de Bourg me servira d'excuse. Vous n'allez pas vous présenter vous-même à M. Darcy? Bien sûr que si, je vais lui demander pardon de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je crois bien qu'il est le neveu de Lady Catherine. Je pourrais l'assurer qu'il y a 8 jours de cela, madame se porta à merveille. Elisabeth tenta de l'en dissuader de son mieux, arguant qu'apporter M. Darcy sans lui avoir été présenté risquait plus de passer pour une démarche cavalière que pour un hommage à sa tante, qu'il n'était absolument pas nécessaire que chacun se préoccupât de l'autre, et que si c'était le cas, c'était à M. Darcy, d'un rang supérieur au sien, qu'il incombait de faire le premier pas. M. Collins l'écouta avec l'air déterminé de quelqu'un qui n'en fait que sa tête, et lorsqu'elle eut fini de lui parler, il lui répondit: « Ma chère Miss Elisabeth, j'ai la plus haute opinion de l'excellence de votre jugement dans tout ce qui est à la portée de votre entendement. Mais laissez-moi vous dire qu'il existe une grande différence entre l'étiquette en vigueur chez les laïcs et celle qui prévaut parmi les membres du clergé. Permettez-moi en effet de vous faire remarquer que je considère que la fonction d'homme d'église est égale en dignité au rang les plus élevés du royaume, à condition de garder l'humilité qui convient. En l'occurrence, vous devez donc me laisser suivre la voie de ma conscience et faire ce que je juge être mon devoir. Pardonnez-moi si je m'abstiens de suivre vos conseils qui, sur tout autre sujet, me guideront à tout moment, même si, dans le cas qui nous occupe, je pense du fait de mon éducation et de mon expérience, être mieux à même qu'une demoiselle comme vous de deviner ce qui est bien. » Sur quoi il la quitta en la saluant bien bas pour s'attaquer à M. Darcy. Elle observa attentivement la façon dont de telles avances furent reçues et la stupéfaction évidente de celui à qui elle s'était adressée. Son cousin précéda son discours d'un salut solennel, et bien qu'elle ne réussit pas à entendre le moindre mot de ce qu'il racontait, elle avait l'impression de tout saisir et lut sur ses lèvres les mots « excuse »,« Hunsford » et Lady Catherine de Bourg. Elle était contrariée de le voir se ridiculiser en présence d'un homme comme lui. M. Darcy le dévisageait avec un étonnement non dissimulé, et lorsqu'enfin M. Collins lui laissa le temps de s'exprimer, il répondit d'un air poli et distant: « Pas découragé pour autant. » M. Collins reprit la parole, et plus son discours s'éternisait, plus le mépris de M. Darcy grandissait, et à la fin il se borna à lui adresser un léger salut avant de se détourner. M. Collins retourna alors auprès d'Elisabeth. « Je n'ai aucune raison, je vous assure, lui dit-il, de me plaindre de laquelle qui m'a été réservée. Ma démarche a paru faire très plaisir à M. Darcy. Il m'a répondu avec la plus grande courtoisie et m'a même complimenté en me disant qu'il était si convaincu du discernement de Lady Catherine qu'elle ne pourrait jamais accorder sa faveur à quelqu'un qui ne la méritait pas. Tout bien considéré, je l'ai trouvé parfaitement charmant. » Comme Elisabeth n'avait plus rien qui l'intéressât personnellement, elle consacra l'essentiel de son attention à sa sœur et à M. Bingley. La série d'agréables réflexions à laquelle ces observations donnèrent lieu la rendirent peut-être presque aussi heureuse que Jane. Elle l'imaginait installée dans cette même maison, baignant dans la félicité que peut apporter un mariage d'amour. Du coup, elle se sentait même capable d'essayer d'aimer les deux sœurs de Bingley. Elle voyait très bien que les pensées de sa mère allaient dans le même sens, et se résolut à ne pas s'approcher d'elle de peur de trop en entendre. Lorsqu'on se mit à table pour le souper, elle jugea que le hasard avait bien mal fait les choses en ne plaçant qu'une personne entre elles deux, et elle fut très contrariée d'entendre sa mère parler ouvertement et sans la moindre réserve à cette même personne, Lady Lucas, de rien de moins que de son espoir de voir Jane bientôt mariée à M. Bingley. C'était un sujet passionnant et Mrs. Bennet ne se laissait pas d'énumérer les avantages de cette union, qu'elle fut
riche ne résidant qu'à 5 km de chez elle. Voilà ce dont elle avait commencé par se féliciter. En outre, il était vraiment réconfortant de penser à quel point les deux sœurs appréciaient Jane. Il n'y avait aucun doute là-dessus, elles devaient désirer cette alliance autant que les mêmes. C'était en outre une union prometteuse pour ses cadettes, car Jane, par un si beau mariage, allait les mettre sur la voie d'autres hommes fortunés. Et puis il lui était agréable à son âge de pouvoir confier ses filles non mariées au bon soin de leur sœur, car elle ne se sentirait ainsi pas obligée de sortir dans le monde si cela ne la attendait pas. Il était important que ces mondanités fussent un plaisir et c'était d'ailleurs ce qu'exigeait le bon ton, mais personne plus que Mrs. Bennet ne trouvait agrément à rester à la maison, à quelque période de sa vie que ce fût. En conclusion, elle souhaita à Lady Lucas d'avoir autant de chance qu'elle, tout en pensant à l'évidence dans son triomphe qu'il n'y avait aucun espoir que cela se produisît. Elisabeth s'efforçait enfin d'indiquer le flot de paroles de sa mère ou de la persuader de décrire son bonheur en parlant moins fort, car à son indicible consternation, elle voyait que M. Darcy, assis en face d'elle, n'avait rien perdu de l'essentiel de ses propos. Sa mère se contenta de la réprimander pour ses scrupules sans fondement. « Dis-moi, je te prie, que met M. Darcy pour m'effrayer? Nous ne lui devons que je sache aucune politesse particulière qui nous interdise de dire ce qu'il n'aurait pas envie d'entendre. Mère, pour l'amour du ciel, parlez plus bas. Que pouvez-vous gagner à enfoncer M. Darcy? Vous ne vous ferez jamais bien voir de son ami en agissant ainsi. » Mais rien de ce qu'elle pouvait dire n'avait le moindre effet. Sa mère continuait de donner libre cours à ses opinions à haute et intelligible voix. Elisabeth ne cessait de rougir sous l'effet de la honte et de la gêne. Elle ne pouvait s'empêcher de jeter régulièrement un coup d'œil à M. Darcy, même si chaque regard confirmait ce qu'elle redoutait, car s'il ne regardait pas toujours sa mère, elle était convaincue que son attention était invariablement attirée vers elle. L'expression de son visage passa peu à peu du mépris indigné à une gravité étudiée et soutenue. À la longue, Miss Bennet n'eut plus rien à dire et Lady Lucas, qui bâillait depuis longtemps, à force d'entendre parler de délices qu'elle n'avait aucune chance de partager, puis enfin goûter au jambon et au poulet froid. Elisabeth se mit alors à revivre, mais son répit fut de brève durée, car une fois le souper terminé, on parla de chansons, et elle fut mortifiée de voir que Marie, qui ne s'était guère fait prier, se préparait à répondre à la demande. Elle lui lança des œillades lourds de sens et de muettes suppliques pour l'enjoindre de ne pas se montrer si docile. Enfin, Marie ne voulait pas les comprendre. Une telle occasion de se produire en public lui semblait merveilleuse et elle entonna sa chanson. Au comble de l'embarras, Elisabeth garda les yeux rivés sur elle, couplet après couplet, avec une impatience qui fut bien mal récompensée quand sa sœur eut fini, car, interprétant les remerciements de l'assistance comme un encouragement timide à chanter autre chose, Marie, après une pause d'une demi-minute, attaqua un secondaire. Ses capacités n'étaient pas le moins du monde adaptées aux exigences d'un tel spectacle. Sa voix était suffisante et elle n'avait pas l'air naturel. Elisabeth était au supplice. Elle tourna les yeux vers Jane pour voir comment elle supportait tout cela, mais Jane était en train de parler très calmement à Bingley. Lorsqu'elle regarda les deux sœurs de ce dernier, elle les vit échanger de petits sourires complices, tandis que
plusieurs jours les dîmes pour qu'elle lui rapporte sans que cela offusque son protecteur. Il doit rédiger ses sermons et il ne lui reste pas trop de temps pour ses devoirs paroissiaux, ainsi que pour entretenir et embellir une maison qu'il serait inexcusable de ne pas rendre aussi confortable que possible. Et je ne crois pas qu'il soit secondaire de se montrer attentif et conciliant envers tout le monde, et surtout envers ceux à qui il doit sa promotion. Je ne peux pas lui faire grâce de cette obligation, et je ne pourrais pas estimer un homme qui omettrait de témoigner son respect envers tous ceux qui sont apparentés à sa famille. En saluant M. Darcy de la tête, il met un terme à son discours, qu'il avait prononcé à si haute voix que la moitié de la pièce l'avait entendu. Beaucoup le dévisagèrent, beaucoup sourire, mais personne n'eut l'air plus amusé que M. Bennet lui-même, tandis que sa femme félicitait M. Collins sans rire d'avoir parlé de manière si sensée, en faisant remarquer à mi-voix à Lady Lucas que c'était un bon jeune homme doté d'une remarquable intelligence. Elisabeth se dit que si les membres de sa famille s'étaient concertés pour atteindre les sommets du ridicule au cours de la soirée, ils n'auraient pas pu jouer leur rôle avec plus d'entrain ou de succès. Il était heureux pour Bingley et sa sœur, pensa-t-elle, qu'ils eussent manqué tout au parti de ce spectacle et que ses sentiments à lui fussent assez peu touchés par la folie dont il venait d'être le témoin. Néanmoins, le fait que ses deux sœurs et que M. Darcy eussent eu l'occasion de se moquer de sa famille lui paraissait déjà assez pénible, et elle ne put déterminer ce qui du mépris silencieux du gentleman ou des sourires insolents des deux sœurs lui paraissait le plus insupportable. Elle ne s'amusa guère pendant le reste de la soirée. Elle était excédée par M. Collins qui persistait à demeurer près d'elle et qui, sans réussir à la tester à danser de nouveau avec lui, l'empêchait de trouver un autre cavalier. C'est en vain qu'elle le conjura d'inviter quelqu'un d'autre et lui proposa de le présenter à toute demoiselle de son choix dans l'assistance. Il l'assura qu'il lui était parfaitement indifférent de danser, que son principal objectif était de se faire valoir à ses yeux, et qu'il mettrait donc un point d'honneur à passer toute la soirée auprès d'elle. Pas moyen de s'opposer à pareille résolution. Son plus grand secours lui vint de son ami Miss Lucas, qui se joignit souvent à eux et eut la gentillesse de bavarder avec M. Collins. Au moins Elisabeth n'était-elle plus soumise à l'attention inopportune de M. Darcy, car même s'il se trouvait tout près d'elle, l'air dégagé, il ne s'approcha jamais assez près pour l'aborder. Elle y vit la conséquence probable de ses allusions à M. Wickham, et elle s'en réjouit. Les invités de Longbourn furent les derniers à partir, et du fait d'un subterfuge inventé par Mrs. Bennet, ils durent attendre leur voiture un quart d'heure après tout le monde, ce qui leur donna le temps de remarquer avec quelle impatience certains membres de la famille Bingley attendaient qu'ils s'en allassent. Mrs. Hurst et sa sœur n'ouvraient la bouche que pour se plaindre d'être fatiguées, et à l'évidence, il leur tardait d'avoir la maison à elles. Elles esquivèrent les tentatives de conversation de Mrs. Bennet, et du coup jetèrent sur la compagnie un froid que les longs discours de M. Collins, qui complimentait M. Bingley et ses sœurs sur l'élégance de leur soirée et sur l'hospitalité et la courtoisie dont ils avaient fait preuve à l'égard de leur invité, furent incapables de dissiper. Darcy restait silencieux. Monsieur Bennet pas plus disèrent se délecter du spectacle. M. Bingley et Jane restaient côte à côte à quelques pas des autres et ne parlaient qu'entre eux. Elisabeth était déterminée à demeurer aussi silencieuse que Miss Hurst ou que Miss Bingley. Même Lydia était trop épuisée pour faire autre chose que de s'exclamer de temps à autre « Mon Dieu, que je suis fatiguée !» en accompagnement la phrase d'un bâillement retentissant. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour prendre congé, Miss Bennet dit de manière très pressante qu'elle espérait revoir prochainement la famille au grand complet à Longbourn, et elle s'adressa à M. Bingley en particulier pour lui dire combien il serait heureux s'il venait dîner chez eux sans façon, comme bon lui semblerait. Bingley lui dit tout son plaisir et sa reconnaissance, et il s'engagea de bonne grâce à venir à la première occasion dès qu'il serait rentré de Londres, où il était contraint de se rendre le lendemain,
j'ai vraiment hâte de savoir. En tout cas, j'espère que cette longue vidéo t'aura plu. En tout cas, j'espère que tu apprécies le fait de découvrir l'histoire en même temps que moi. Oh, si tu savais des fois comment j'ai envie d'intervenir, genre